Bonjour et bienvenue sur DataVesta, la chaîne qui vulgarise les notions de la data de façon simple et passionnante. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un grand classique du monde de la data, SQL versus NoSQL. Deux types de bases de données, deux philosophies, deux manières de structurer l'information. D'un côté, nous avons les bases relationnelles, aussi appelées bases SQL, que nous connaissons tous et avec leurs fameuses tables et requêtes. De l'autre, les bases NoSQL, plus récentes, plus flexibles et pensées pour répondre à des besoins différents. Nous allons revisiter ensemble ce qui les distingue, leurs avantages, leurs limites et surtout comment choisir entre les deux. Alors, mettez-vous à l'aise, c'est parti. L'histoire des bases de données relationnelles commence en 1970 avec un nom que tout passionné de la data devrait connaître, Edgar Code. Cet informaticien britannique, alors chez IBM, publie un article scientifique, Evolutional Model of Data for Large Shared Data Banks, qui va révolutionner la manière dont on structure les données. Dans ce papier, il propose le modèle relationnel, fondement des bases SQL. Ce modèle repose sur trois piliers. Premier pilier, le schéma. C'est une organisation rigoureuse des données en table, reliées entre elles via des clés étrangères. Deuxième pilier, les contraintes. Des règles strictes pour garantir la cohérence des données. Par exemple, chaque enregistrement suit la même structure. Les types de données sont contrôlés et les liens entre tables sont protégés par des règles d'intégrité de référence. Troisième pilier, les opérations. C'est là que le SQL entre en jeu. Un langage déclaratif standardisé qui permet d'interroger, de filtrer les données avec des opérations comme la jointure, la sélection ou encore la projection. Les idées de code ne sont pas restées théoriques bien longtemps. Elles ont inspiré un certain Larry Ellison qui créa le géant Oracle. Et Oracle ne sera que le début. Derrière lui viendront d'autres SGBDR bien connus. SQL Server de Microsoft, MySQL, PostgreSQL ou encore DB2 de IBM. Tous reposent sur les principes posés par Code et aujourd'hui encore, le modèle relationnel reste un pilier central dans le monde des données. Les bases de données relationnelles ont fait leurs preuves et leur longévité ne doit rien au hasard. Leur première grande force, c'est la gestion des transactions avec ce qu'on appelle le modèle ACID. Une transaction, c'est un ensemble d'opérations SQL, lecture, écriture, modification que l'on souhaite exécuter en un seul bloc. Et pour que cela se passe bien, elle doit respecter 4 garanties fondamentales. A pour atomicité. Soit toutes les opérations de la transaction sont exécutées, soit aucune. Par exemple, lors d'un virement bancaire, si l'argent est débité mais pas crédité, la transaction est annulée automatiquement. C'est pour cohérence. À chaque fin de transaction, la base doit rester dans un état valide. Toutes les règles, toutes les contraintes doivent être respectées. La lettre I signifie isolation, c'est-à-dire même si plusieurs transactions s'exécutent en même temps, elles ne doivent jamais interférer entre elles. Imaginez deux personnes qui réservent la dernière place d'un vol au même moment. Pas top et très embêtant. Grâce à l'isolation, une seule réservation est possible. Et enfin, la lettre D renvoie à durabilité pour traduire le fait qu'une fois la transaction validée, c'est-à-dire committée, elle est persistante, même si le serveur tombe en panne juste après. Mais ce n'est pas tout. Les SGBDR intègrent aussi des mécanismes d'optimisation très poussés. Lorsqu'on lance une requête SQL, le moteur va automatiquement chercher le meilleur plan d'exécution pour la traiter rapidement sans effort côté utilisateur. Et enfin, les bases SQL ont d'autres atouts majeurs. Une structure simple et bien définie, une économie de stockage grâce à la normalisation des données. En effet, on évite les redondances, on favorise les jointures. On a aussi une forte indépendance entre les données et les programmes. Par exemple, grâce aux vues SQL, on peut modifier la base sans perturber les applications qui s'en servent. Mais à partir des années 2000, le paysage de la data a radicalement changé. Avec la baisse des prix des processeurs et du stockage, la montée du big data et l'explosion des architectures distribuées, le modèle relationnel a commencé à montrer ses limites. On entre alors dans une ère de données massives, non structurées et en constante évolution. Et ce sont les géants du web, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, qui vont ouvrir la voie à une nouvelle génération de bases de données, les bases de données NoSQL. Ou plutôt Not Only SQL. Pourquoi ce changement? Parce que pour eux, le SQL traditionnel ne suivait plus le rythme. Imaginez un instant, Google traite environ 20 pétaoctets de données par jour. Facebook, quant à lui, génère environ 4 pétaoctets de données chaque jour. À ce volume-là, il faut des bases de données capables de scalabilité horizontale, de souplesse et de performance extrême, quitte à faire des compromis sur certaines garanties comme l'ACID. Les données ne sont plus toujours tabulaires, elles peuvent être hiérarchiques, en graphe, en données JSON
ou encore en colonne. Et dans cet univers mouvant, les bases NoSQL sont devenues la réponse idéale pour les applications web à grande échelle, les réseaux sociaux, les systèmes de recommandation et les plateformes temps réel. Car oui, dans ce nouveau monde, tout est data et tout doit être stocké, analysé et exploité pour créer de la valeur. L'idée derrière le NoSQL est d'introduire de la flexibilité dans un monde où les bases SQL sont parfois jugées trop rigides. Rappelez-vous, dans une base relationnelle, il faut définir un schéma fixé dès le départ. Avec le NoSQL, on s'affranchit de cette contrainte. On veut pouvoir tout stocker rapidement sans se soucier de la redondance. Le but de tout ça, c'est optimiser les performances et garantir la disponibilité, même si cela implique certains sacrifices. Par exemple, on renonce à la cohérence forte des bases SQL. Dans un environnement distribué où les données sont réparties sur plusieurs machines, synchroniser les mises à jour en temps réel entre tous les nœuds a un coût énorme de communication entre machines. C'est pourquoi les bases NoSQL adoptent souvent une cohérence éventuelle. Les données finissent par se synchroniser, mais pas forcément instantanément. Autre particularité, dans le NoSQL, moins de règles sont imposées par la base elle-même. C'est donc aux développeurs d'assurer une bonne gestion de la structure et de la qualité des données. Et contrairement au SQL, il n'y a pas de langage universel. Chaque base NoSQL a sa propre syntaxe et ses propres concepts. En résumé, les bases NoSQL, c'est un environnement distribué, une priorité donnée à la performance et à la disponibilité, pas de schéma rigide à définir en amont, mais une modélisation intelligente reste essentielle. Plusieurs familles de bases NoSQL ont émergé. Nous avons la famille des bases clés-valeurs, parfaites pour stocker les logs ou encore les sessions utilisateurs. Nous avons la famille des bases orientées colonnes comme Cassandra, idéale pour les gros volumes analytiques. Les bases orientées documents comme MongoDB, qui stockent des objets flexibles en JSON. Nous avons également les bases orientées graphes comme Neo4j, taillées pour les réseaux sociaux, les systèmes de recommandation ou liens complexes entre entités. Et tout ça, on le détaillera dans de prochaines vidéos. Alors, si ce sujet t'intéresse, pense à t'abonner à la chaîne pour ne rien rater. Mais en fin de compte, quel système est le meilleur? Eh bien, ça dépend. Il n'y a pas de réponse unique. Tout dépend de ce que vous développez. Ce qu'il faut retenir, c'est que chaque système a ses forces et ses faiblesses. Et le bon choix dépend toujours du contexte de votre application. Voici quelques questions simples à se poser pour s'orienter. Une première question peut être de savoir si vous développez une application critique où la cohérence des données est non négociable. Dans ce cas, les bases relationnelles sont incontournables. Une deuxième question peut être de s'interroger sur le type de données que va manipuler votre application. Est-ce que ce sont des données flexibles, variées, voire non structurées, JSON, XML, fichiers multimédia? Dans ce cas, le NoSQL s'impose souvent comme le choix le plus judicieux. Une troisième question peut être de s'interroger sur la vélocité de votre application. Est-ce que vous allez gérer un flux massif de données ou un grand nombre d'utilisateurs simultanés qui vont interroger votre système? Là encore, le NoSQL et ses architectures distribuées offrent des avantages précieux. En résumé, ce qu'il faut retenir, il n'y a pas de guerre entre SQL et le NoSQL. Ce sont deux approches complémentaires. L'important, c'est de connaître les besoins de votre projet pour faire le bon choix technique. Nous voilà à la fin de cette vidéo. On a exploré ensemble les bases relationnelles, les systèmes NoSQL et les critères pour bien les choisir. Si vous avez appris quelque chose ou que le sujet vous passionne, likez la vidéo et surtout, abonnez-vous à la chaîne DataVesta pour découvrir encore plus de contenu sur la data, les bases de données et l'IA. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout, prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!